Vendredi 17 décembre 2021, Jean de Saint-Blanca, membre du collectif Studio Différemment, équipe d'architectes, illustrateurs, journalistes et maquettistes, était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter l'ouvrage dont il est l'auteur des textes, Toulouse, le patrimoine en images, aux éditions Priva. Bonne écoute. D'abord, merci à Jean de Saint-Blanca d'être venu de Paris, presque un voyage aller-retour pour nous parler à la fois du livre et de Toulouse et de l'histoire de Toulouse. Et on est ravis aussi que Ombre Blanche nous reçoive pour la présentation de ce livre. Alors, les éditions Priva, c'est un éditeur qui a fêté ses 180 ans l'an dernier. C'est un éditeur historique, puisqu'on est la maison d'édition la plus ancienne en province. Et depuis sa création, les éditions Priva ont toujours eu un regard sur la ville, les villes, l'histoire, bien évidemment. Et il y a 3 ans, je me suis dit, tout le travail qui est fait par la structure qui, alors peut-être ça va vous remémorer des choses, cette revue qui s'appelait À Toulouse, qui s'appelle À Toulouse, avant ça s'appelait Capitole Info. Moi-même, quand j'étais étudiant et même plus jeune, je rentrais dans cette revue toujours par les dernières pages parce que c'était vraiment pour moi la porte d'entrée de cette revue. Et ensuite, une fois que j'avais lu cette histoire de Toulouse, ces histoires ou ces petites et grandes histoires de Toulouse, je lisais tout le reste. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de reprendre tout ce travail qui avait été fait. Et donc, je suis rentré en contact avec le studio Différemment, qui collabore donc avec la communication de la mairie de Toulouse. Et plutôt que de ne faire qu'une, je dirais, une compilation des articles et même de la maquette, on s'est dit que ça serait plus intéressant de faire un véritable livre et peut-être demander à l'auteur, et en l'occurrence Jean de Saint-Blanca, de revoir peut-être un petit peu les textes, parce qu'il me l'expliquait tout à l'heure, il va vous le dire, l'histoire et la connaissance, je dirais, de l'histoire, elle évolue, et parfois il y a des découvertes qui sont faites et qui méritent une réactualisation. Donc l'an dernier, nous avons sorti le premier volume, Toulouse, l'histoire en images, qui a eu un gros succès. On s'est dit, il faut faire une suite. Alors d'emblée, on avait prévu d'en faire 3 avec le studio Différemment. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura le 3e volume. Mais ce premier volume a eu un tel succès qu'on n'a pas été, je dirais, on n'a pas eu peur de faire un deuxième volume. Alors je vais laisser Jean de Saint-Blanca vous parler peut-être un peu du studio Différemment, parce que c'est une structure qui est composé de plusieurs personnes, de plusieurs forces vives, à la fois des architectes, lui historien, journaliste, et il va vous expliquer un petit peu comment il travaille, comment il fonctionne. Pourquoi ? Peut-être qu'il vous dira un petit mot aussi sur la façon dont le livre a été pensé, parce que c'est pas un inventaire à la Prévert, tous ces points historiques qu'il y a dans le livre. Et ensuite, il va nous passionner avec quelques histoires de Toulouse, ou son regard sur l'histoire de Toulouse. Et puis, on pourra échanger éventuellement. Vous pourrez poser des questions même pendant qu'il s'exprime. Et puis, en fin de rencontre, vers 19h. Et puis, si vous avez envie de faire dédicacer le livre, voilà, il se pliera à cet exercice redoutable, mais indispensable. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Merci d'être venu. Alors, donc je présente d'abord en commençant historiquement, bien sûr, le Studio Différemment. Donc, Studio Différemment, c'est une association, en fait, c'est pas même pas une entreprise, une association de graphistes. À l'origine, c'était des graphistes, et il y a 2 graphistes fondateurs qui sont Jean-François Binet et François Brosse, qui étaient des graphistes spécialisés dans la reconstitution architecturale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y a quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit dans l'édition, c'était les guides Gallimard, qui tout à coup ont montré des superbes images avec des paysages dessinés, enfin c'était très très dessiné, et ils étaient un peu des chevilles ouvrières de ces guides-là. Et puis très vite, ils ont eu des commandes de collectivités
de mairies, de départements pour faire qui avaient vu ces reconstitutions dans les guides et qui voulaient la même chose pour chez eux. Par exemple, la ville de Montreuil-sous-Bois qui n'était pas dans les guides Gallimard, mais elle aurait bien aimé voulu aussi qu'on fasse des reconstitutions. Ils ont fait toute une rubrique comme ça pour Montreuil-sous-Bois pour commencer. Très vite, ils ont été aussi confrontés à un problème qui était le texte. Parce qu'ils faisaient des très beaux dessins, mais c'est pas des journalistes ni des historiens, ils sont spécialistes de ce qu'ils font, ils le font très très bien. Mais du coup, on leur mettait des textes à côté de leurs dessins qui leur allaient pas, qui avaient ou rien à voir, ou qui racontaient n'importe quoi, ou qui étaient un peu bizarres, ou mal écrits, etc. Et donc, très vite, ils ont senti que ça handicapait un peu leur dessin. Et c'est là qu'ils m'ont contacté moi, parce qu'on avait bossé ensemble dans une agence d'infographie. Ils avaient vu que j'étais un peu fondu d'histoire, et donc ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous là-dessus. Et en plus, comme on a commencé par Toulouse, je ne pouvais pas refuser. Donc voilà, donc parce que je ne suis pas toulousain, mais j'aurais bien aimé l'être, je peux vous le dire. Et donc on a vraiment inauguré ce style de travail, vraiment en faisant à la fois le texte et les dessins, c'est-à-dire que c'est vraiment conçu ensemble, et ça va ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. On l'a vraiment inauguré avec la rubrique pour Toulouse. Rubrique qui a bien marché, qui a survécu au changement de régime, etc., donc qui a prouvé sa pérennité, et qu'on a développé ensuite. On a fait des rubriques comme ça. On continue d'ailleurs à faire des rubriques dans le même style, mais souvent un peu différentes, pour Limoges, pour les Hauts-de-Seine, pour la Charente-Maritime. Donc voilà le background. Le livre, pour nous, c'était aussi depuis très longtemps, en particulier pour Toulouse, on disait un jour si on pouvait faire un livre. Quand on avait essayé, on avait contacté quelques éditeurs, ça n'avait pas vraiment marché. Donc, mais on espérait quand même qu'un jour, parce que c'est très bien d'être publié dans la revue municipale. On voit bien que les gens, des fois, la découvrent, la gardent, etc. Mais c'est quand même, ça reste très provisoire. Et en même temps, on est aussi, nous, très limités dans la revue municipale. C'est que c'est pas le cadre idéal pour ce qu'on fait, même si c'est un cadre parfait, parce que c'est diffusé partout. C'est-à-dire qu'on a un accès aux gens qui est incroyable, que jamais ne pourra avoir aucun graphiste faisant de la reconstitution historique et aucun tâcheron comme moi qui fait des textes vaguement historiques. Donc c'est sublime, mais en même temps, l'édition permet de magnifier tout ça. Non seulement au point de vue des dessins, parce que vous voyez qu'ils sont vraiment mis extrêmement en valeur, en particulier par rapport à la formule actuelle de la revue municipale. Donc c'est vraiment très précieux pour ça, de mettre ces dessins vraiment en valeur à leur taille, ou les mettre en scène. Et puis pour moi, à mon point de vue de tâcheron du texte, de pouvoir enfin avoir un peu de place, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place dans les revues municipales, et même mettre des notes, ce qui est absolument interdit dans les revues grand public. On ne met pas de notes, on ne met pas de sources, on ne source rien. D'ailleurs, j'ai eu quelques problèmes en refaisant souvent les chapitres, parce que au début, j'avais fait comme ça en mettant des citations, et puis il n'y avait pas de notes, donc je me disais, je retrouverais facilement la note, je retrouverais facilement la source, et non, pas du tout. Il a fallu ça a été un vrai travail de rechercher les sources, de toujours trouver la source. Je pense que c'est très très important on le voit sur Wikipédia, on le voit que tout travail historique soit qu'on ne va pas faire une citation qui n'est pas sourcée, on ne va pas faire quelque chose qui est un petit peu audacieux, on ne va pas le dire sans s'appuyer sur quelque chose de fondé. Et même les notes, c'est aussi du paratexte, c'est-à-dire qu'on peut développer, on peut dire des choses des fois un petit peu plus audacieuses qu'on ne se permettrait pas dans le corps du texte, mais là dans la note on va donner la petite pique que ne liront pas le grand public, mais le spécialiste va la lire et dire le chien. Voilà, donc c'est quelque chose qui est précieux, ces niveaux de texte. Il y a la légende qui est. Je ne rêve pas, je ne pense pas que les gens lisent ni beaucoup de mes textes, ni les notes, ça, je ne rêve pas du tout, mais je pense qu'en tout cas ils lisent les légendes, c'est-à-dire qu'ils regardent les dessins. Le dessin, c'est vraiment la porte d'entrée. Et ça je ne me mets pas, comme le maire de Toulouse, je dis bien que ce qui est important dans ces livres, c'est les images, on est d'accord avec le maire de Toulouse, mais le texte permet une approche graduée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la légende, c'est-à-dire que les gens, pour comprendre un petit peu les images, ils vont regarder les légendes. Les légendes sont un premier niveau de faire passer un message, de faire passer un savoir. Après, s'ils se disent quand même ça m'a l'air quand même un petit peu intéressant, je vais regarder le chapeau. Puis après, je vais peut-être commencer l'article. Si vraiment je suis valeureux, je vais finir l'article, mais bon, c'est vraiment les très valeureux qui font ça. Et puis si vraiment je suis fondu et c'est un sujet qui me passionne, je vais même lire les notes. Mais voilà, en tout cas, tout est là, c'est disponible, et je pense que c'est important qu'il y ait tous ces niveaux de lecture qui sont aussi possibles aujourd'hui. On voit sur Internet, les niveaux de lecture sont très variés, et c'est important qu'il y ait ça dans l'édition. Voilà pour la... Oui. Comme ça, oui, effectivement, ça passe mieux. Toutes mes excuses. Oui. Voilà, donc ça c'était pour présenter le livre et le contexte toulousain.
Maintenant, donc, je voudrais juste dire, pour commencer, donc j'ai fait un petit speech beaucoup trop long. Vous m'arrêterez si ça déborde. Et surtout, si vous avez des questions à poser pendant mon speech, n'hésitez pas. Ça ne me gêne absolument pas. Dire donc que c'est pas l'histoire de Toulouse, ce livre. Ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième volume, ça ne sera pas l'histoire de Toulouse. C'est, moi, je dirais, il y avait un très bon titre d'un des hors-séries qu'avait publié la revue de la mairie, c'était Petites histoires de Toulouse. Je trouvais ça parfait. C'est ça, c'est des petites histoires de Toulouse, quoi. Et même, je dirais, des petites histoires des Toulouse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Toulouse. J'en reparlerai à la fin. Je pense que c'est important de faire le distinguo. C'est pas une histoire totale, c'est pas une histoire exhaustive du tout. C'est juste des petits flashs qui sont aussi il faut savoir que les sujets traités pour la revue sont pas forcément ceux qu'on a choisis. Ça fait partie aussi de l'agenda municipal, c'est-à-dire que c'est une négociation avec la mairie pour choisir les sujets. Nous, on pousse les nôtres, eux, ils poussent les leurs, et on arrive comme ça à des compromis qui sont toujours intéressants, parce que ça force aussi à s'intéresser à des sujets auxquels on ne se serait pas du tout intéressé. Par exemple, l'année dernière, on a fait un sujet sur la cartoucherie, rive gauche de la Garonne, qui m'a énormément intéressé, mais qui était très 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 dur, parce qu'il y avait très peu de documentation. Mais comme la mairie avait un projet là-dessus, il y a un quartier qui se construit, c'était bien de raconter l'histoire, et ça nous a forcé, ce qu'on n'aurait jamais fait autrement, à nous pencher sur l'histoire de la cartoucherie, l'histoire de l'industrie de l'armement à Toulouse, qui est capitale. Enfin voilà, c'était vraiment très très intéressant. Et voilà, chaque sujet de l'histoire de Toulouse peut être intéressant et peut être traité de façon intéressante si on y arrive. Voilà, donc ça c'est des petites histoires de Toulouse. Je vais peut-être commencer par un premier juste. Je vais vous imposer un petit pinceau sur l'histoire de Toulouse, l'histoire, au singulier, sur est-ce que vous avez une idée, quel est l'événement majeur ou quel est l'événement important de l'histoire de Toulouse, ou même 2, 3 si jamais, je sais pas si. Lequel? La Toulouse romaine, pas mal. Martyr de Saint-Saturnin. Calas. Ouais, c'est pas si mal. Moi, là, je voulais vous faire un petit. Les Gaulois. Ouais. Oui, toutes. Nougaro. Ah oui, c'est aussi un beau sujet. Mais là, je vais vous faire juste un petit déroulé ce qui, à mon avis, sont les 5. Disons, les gros événements décisifs de l'histoire de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a des événements où Toulouse, c'est une ville intéressante parce qu'elle change un peu de modèle. Alors, pas tous les 50 ans, hein, mais quand même assez fréquemment sur sa longue histoire. C'est une ville qui change énormément. C'est-à-dire qu'on va voir, ça peut être une ville tout à fait complètement administrative au XVIIIe siècle et complètement dépendante du pouvoir royal. Après, plus du tout. Aujourd'hui, c'est une ville, là aussi on est en fin de période, mais ça a été une ville très industrielle. À un moment, c'est plutôt une capitale politique, sous les comtes, etc., sous les Visigoths. Donc, c'est une ville qui change de modèle un peu assez facilement, on va dire, par rapport à d'autres villes qui sont plus. Bordeaux, c'est un port, Nantes aussi, Lyon, c'est une ville de commerce et d'industrie depuis toujours. C'est des villes carrefour. Alors que Toulouse, elle se réinvente assez fréquemment. Donc, je dirais que les 5, à mon avis, je vous impose ça, excusez-moi, les 5 événements décisifs qui ont fait que, à chaque fois, Toulouse a changé de modèle. C'est le premier, effectivement, c'est les Romains. C'est-à-dire que c'est vers l'an 0. Tout à coup, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y avait effectivement une ville gauloise sur laquelle on ne sait pas grand-chose encore, qui était un peu dispersée, qui n'était en tout cas pas ici. Ça, c'est ce qui est sûr, c'est qu'elle n'était pas ici. Oui. Ouais. Et tout à coup, l'empereur Auguste décide que non, on va faire une vraie ville de Toulouse ici, là où il n'y avait rien au bord de la Garonne, et ça va être la nouvelle Toulouse, et on va tracer les murailles, etc. On va tout faire, on va tracer au cordeau, et ça sera ici. Ça c'est vraiment un événement décisif, parce que on ne sait pas pourquoi non plus, il en fait une ville privilégiée. C'est-à-dire qu'il en fait une ville qui a un peu plus que les autres, qui a des murs déjà, ce qui à l'époque ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose c'est un décorum, c'est une mesure d'apparat. Donc pourquoi est-ce qu'il lui donne des murailles? Pourquoi il lui fait des portes aussi magnifiques? En plus des portes et des murailles qui coûtent très cher, avec des matériaux qui viennent d'ailleurs, c'est quelque chose on sent qu'il veut flatter la ville et on ne sait pas très bien pourquoi. C'était vraiment non, les murs romains, c'était pas vraiment des murs de forteresse, c'était des murs qui étaient facilement. Un barbare un peu décidé, il le franchit assez facilement. C'était vraiment des murs. Alors après, ils ont été renforcés, ils ont été transformés, etc. Mais les murs à l'origine, c'est vraiment des murs décoratifs. C'est pour impressionner. D'ailleurs, un des fameux témoignages de l'Antiquité sur Toulouse, c'est le poète Ozone qui arrive et ce qu'il voit, c'est cette ceinture de briques autour de Toulouse. Ça frappe les gens. Une ville comme ça, avec de telles murailles, c'est très étonnant dans l'Empire romain.
Donc pourquoi? Donc ça c'est un moment décisif parce que ça va déterminer après que pourquoi les Visigoths choisissent Toulouse comme capitale. C'est parce que c'est une ville qui a des belles murailles, qui est pratique et tout ça. Donc ils s'installent à Toulouse parce que tout est déjà là. Et le premier âge d'or de Toulouse, c'est les Visigoths, effectivement. Et donc c'est dû à ce choix d'Auguste qu'on ne s'explique pas encore. Et après, pourquoi les comtes s'installent ici? Pourquoi Toulouse est l'un des principaux comtés du sud du royaume de France? Parce que c'est une ville pratique, c'est une ville facilement défendable, qui est grosse, qui est bien placée. Donc voilà, ça c'est l'héritage romain, on peut dire, l'héritage politique qui fait que c'est facilement une capitale. Il y aura toujours ce rêve rentré de capitale après, et qui existe toujours, je pense, que c'est une ville qui pourrait être une capitale. Ensuite, le deuxième événement décisif, c'est la croisade albigeoise. C'est avec les événements qui sont assez connus sur le fait. Et là, nouveau changement de destin. Jusque-là, Toulouse était vraiment une capitale, la capitale des comtes, une capitale autonome qui ne dépendait pas de grand monde. Même les capitouls c'est l'âge d'or des capitouls, c'est sous les comtes, c'est là qu'ils sont les plus puissants. Et ils ne s'appellent pas encore les capitouls. Et puis là, tout à coup, non. Le comte de Toulouse rate son opération, il s'en mêle les pinceaux, en plus il ne meurt pas au bon moment, et hop, le roi de France profite du bon moment et il s'empare du comté de Toulouse. Un peu difficilement, mais il y arrive. Et là, tout à coup, ça change complètement de destin. C'est-à-dire que c'est plus du tout une capitale, mais c'est une tête de pont. C'est la tête de pont de Paris et du pouvoir royal dans le Midi. Et ça, c'est très, très significatif. C'est-à-dire que tout à coup, c'est là aussi que toute la légende autour de la Toulouse rebelle, etc., qui peut fonctionner un petit peu au moment de la croisade albigeoise, et encore, parce que c'est un peu complexe. Les fidélités des Toulousains sont assez complexes à expliquer. Mais là, tout à coup, Toulouse devient... Et il y a un changement d'ambiance dans la ville très net. C'est-à-dire que tout à coup, avant, les gens ne savaient pas très bien s'ils obéissaient au comte, au capitoul, à qui que ce soit, au duc d'Aquitaine. Il y avait des gros conflits politiques internes à Toulouse. Là, tout à coup, avec les rois, il n'y a plus de conflit. On sait très bien qui est le maître, c'est le roi. En plus, il a beaucoup d'argent. Il s'installe au château d'Armonnay avec toute son administration, avec plein de gens, etc. Donc ça, tout à coup, Toulouse devient une ville administrative, une ville de fonctionnaires, une ville de juristes. Le Parlement s'installe à Toulouse, c'est le deuxième Parlement de France, c'est quelque chose de très très important. Ça devient la capitale administrative du Languedoc, qui est une énorme province. Donc ça devient tout à coup une ville de fonctionnaires, de juristes, plus du tout capitale, mais sous-capitale, on va dire. Et ça a fortement marqué l'histoire toulousaine. Troisième gros changement, troisième événement capital, c'est ce qu'on appelait plus tard, juste après la délivrance, ce qu'un jour j'aimerais bien traiter pour la revue municipale de Toulouse, mais qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant. C'est la délivrance, c'est une semaine de bataille féroce dans Toulouse en 1562 entre les capitouls qui sont protestants et le Parlement qui est catholique. Et ça, c'est un événement majeur, c'est-à-dire que ça aurait très bien pu passer d'un côté, comme c'est passé du côté catholique, parce que les parlementaires sont fait aider par Montluc et autres, ils ont pu gagner la bataille, mais rudement. Il y avait du canon, c'était vraiment une bataille de rue. Mais ça aurait très bien pu passer côté protestant aussi, c'est-à-dire que tous les marchands quasiment étaient protestants, une bonne partie des juristes, il ne s'en est pas fallu de peu que Toulouse devienne une ville ultra-protestante, une sorte de Genève du Midi, etc. Non, ça n'a pas été le cas, c'était le contraire exact. C'était une ville ultra-catholique, très anti-protestante, mais c'est un peu un hasard, c'est juste parce que Montluc était là et que la bataille a été gagnée par celui-ci et pas par celui-là. Donc ça, c'est vraiment un élément déterminant, parce que tout à coup, non seulement c'est une ville administrative, mais ça devient une ville ultra-catholique, ce qui jusque-là n'était pas vraiment très... C'était une ville religieusement pas très marquée, pas très vivace, en tout cas. Et là, tout à coup, ça devient quelque chose de très identitaire. On sait qu'il y a tous les monastères, tous les couvents qui ont été pillés par les Huguenots dans toute la région, qui se réfugient à Toulouse. Et donc, il y a une espèce de floraison catholique à Toulouse qui est assez unique et dont on voit pas mal de restes aujourd'hui et qui est importante. Donc là, voilà, mais ce modèle ultra-catholique et surtout ultra-dépendant de Paris à Toulouse, il se vit bien, hein, c'est une très belle époque, le XVIIe et XVIIIe siècle à Toulouse, c'est magnifique. Tout fonctionne, tout le monde est très content, sauf Jean Calas, etc. Mais sinon, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien, sauf que c'est totalement dépendant de Paris. C'est-à-dire qu'il suffit que c'est le Parlement qui fait vivre Toulouse, le Parlement fait vivre les congrégations religieuses et les parlementaires font vivre les Toulousains. C'est un système totalement dépendant du pouvoir parisien, pouvoir royal. 1789, donc on arrive à la quatrième date décisive, 1789, et là aussi coup de hasard total. À Paris, là, les députés, ils votent des tas de choses dans l'enthousiasme, et tout le modèle toulousain s'effondre en quelques mois. C'est-à-dire l'été 89, le Parlement est dissous, les congrégations sont dissoutes, tout ce qui faisait tenir Toulouse, qui était vraiment et le Parlement
et les capitouls, bon, ils survivent sous la forme vaguement d'un maire, mais c'est plus tout à fait ça. Et les congrégations sont toutes supprimées en quelques jours. Et tout ça, et c'est très étonnant, parce que vous dites, mais une ville comme ça, où tout fonctionne selon un modèle, et ce modèle s'effondre en quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a une révolte, il y a des remous, il se passe quelque chose, les gens ne sont pas contents, ils n'ont plus d'argent, ils ont plus à manger, ils ne savent plus comment faire. Non, rien. Il n'y a rien à Toulouse. Toute la Révolution, Toulouse, rien. Alors que toutes les autres grandes villes du Midi, même Lyon, Bordeaux, Marseille, mais ça n'arrête pas de se révolter, et violemment, très très violemment, et pour beaucoup moins. C'est-à-dire que le modèle lyonnais n'est pas brisé par la Révolution, ni le modèle bordelais, ni le modèle marseillais. Mais il y a une vraie résistance violente face à ce que Paris tout à coup décide pour Toulouse, pas du tout. Et là, je pense que c'est vraiment l'héritage parlementaire, l'héritage d'une ville qui depuis 5 siècles vivait, dépendait de l'État. L'État a changé, ok, on suit. Donc il n'y a pas de remise en question. Et après, d'ailleurs, l'État, suite à la Révolution, oublie Toulouse. C'est-à-dire que jusque-là, l'État soignait Toulouse. Il était très attention, c'était le deuxième Parlement, le roi y venait de temps en temps, il y avait beaucoup d'argent royal et Toulouse était vraiment une ville soignée et choyée. Et là, tout à coup, après, à partir de la Révolution, Toulouse n'existe plus pour l'État. Clairement. Il n'y a plus de... Oui. Ah oui. Oui. Non, mais je veux dire, il y a une répression comme partout, mais cette répression, il n'y a pas eu de résistance à cette répression. C'est ça qui est très frappant à Toulouse. Alors qu'ailleurs, il y a eu de la résistance. Ah ouais. C'est ça qui m'étonne à chaque fois, je veux dire, dans le cas toulousain, avec en plus l'image qu'on a de Toulouse. Donc voilà, ça c'est donc du coup, tout un 19e siècle très stagnant où l'État ne fait quasiment rien pour Toulouse, résiste même aux tentatives de la mairie de Toulouse pour recréer une université, pour recréer des structures, comme toutes les structures ont été bousillées par les révolutions, ils essayent de recréer, de refaire des choses. C'est très très difficile, à part au niveau monuments historiques et autres, mais sinon c'est très difficile pour la mairie de remonter un peu une structure à Toulouse. Elle y arrive quand même peu à peu parce que toutes les villes sont dans la même situation. Et puis arrive le 5e dernier, je m'arrêtais là pour mon résumé de l'histoire. 5e dernier événement fondateur de Toulouse, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que là aussi, par un hasard complet, c'est-à-dire que le fait que la guerre se passe au nord-est, en Belgique et tout ça, et donc tout à coup, Toulouse est la seule grosse ville qui n'est pas où les avions allemands ne peuvent pas aller bombarder les usines. Et ben on met toutes les usines d'armement à Toulouse. Et là, Toulouse devient pendant 4 ans, mais vraiment une usine. C'est-à-dire qu'il y a tout le ramier est couvert d'usines, avec des milliers de femmes qui travaillent, des milliers de travailleurs africains, des prisonniers allemands. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Un jour, il faudrait faire un boulot là-dessus, parce que c'est très, très étonnant. Moi, j'ai vu comme ça, justement pour l'article sur la cartoucherie, un rapport d'un gynécologue vers 1917 qui s'inquiète de la santé des femmes dans les usines, parce que c'est plein des jeunes femmes qui doivent survivre, parce que leurs potes ou leurs frères elles sont au front, il faut gagner sa vie. Et donc elles travaillent comme des folles, dans des conditions horribles, avec des émanations chimiques monstrueuses à l'époque. C'était quelque chose. Et il s'inquiète beaucoup parce que qu'il y a quasiment, je crois que sur les accouchements, il y a quasiment un tiers d'enfants morts-nés. Enfin bon, c'est dramatique. Et alors, bon, il déguise ça dans son petit rapport, il dit, bon, pour la patrie, etc., il faudrait quand même que ces ouvrières puissent, etc., c'est pas bien, mais on voit qu'il est choqué, quoi, que c'est des situations terribles. Donc ça, c'est tout à coup une usine énorme, une usine d'armement. Et puis 1918, la paix, mais l'État ne veut pas non plus tout à fait abandonner ça, parce qu'il se dit, bon, la guerre est gagnée, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite. Donc il y a un essai tout à coup, Toulouse devient une ville industrielle. Et puis aussi bien du côté de l'État qui crée l'ONIA, là, futur AZF, pour que l'industrie chimique continue à Toulouse, aussi bien du côté des privés avec la TECOR et l'aéropostale, etc. Il y a un souhait il y a une vraie volonté que Toulouse devienne une ville industrielle, et elle devient vraiment une ville industrielle, et ça c'est tout à fait nouveau. Depuis, c'est la première fois que Toulouse redevient une ville économique, une ville avec une vraie puissance économique depuis le siècle du pastel, donc juste avant les guerres de religion. Voilà, je m'arrête pour le petit tour d'horizon historique. Je vais juste maintenant, donc, je vais essayer de vous citer je vais faire très très vite, parce qu'il est déjà... Non, 6h30, ça va, on est dans... S'il est 6h30, oui, on n'est pas encore dans les choux. Essayer de... Qu'est-ce que c'est? Alors, encore une fois, on n'a pas fait l'histoire de Toulouse, on a fait des histoires de Toulouse, mais l'histoire de Toulouse, c'est quand même quelque chose, c'est une tradition à Toulouse. Ce qui est aussi très très agréable quand on travaille, quand on fait ce genre de rubrique, c'est que
Je peux vous dire que dans d'autres villes, comme Limoges ou d'autres, c'est beaucoup plus difficile de trouver des documents, beaucoup plus difficile de trouver des chercheurs, il n'y a pas cette espèce d'historique monstrueux qu'il y a à Toulouse, et ça qui est reconnu dès les premiers historiens de Toulouse. Ils disent, mais il y a trop de choses, quoi. Alors, je vais peut-être vous citer des extraits des premiers historiens de Toulouse qui sont très, très parlants. Un historien que j'aime bien, c'est Germain Lafaille. C'est un capitoul de la fin du XVIIe siècle. Il y a peut-être son buste quelque part au Capitole, qui est sympathique parce qu'en plus c'est un très très bon pote du poète Goudouli, le poète occitan Goudouli, et qui a fait beaucoup pour perpétuer le travail de Goudouli et ses poésies, etc., qui a beaucoup fait, qui était très 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 conscient de ça, de cet héritage-là, et qui en plus était comme Capitoul, était très conscient. Il faut savoir que l'histoire à Toulouse, c'est pas pour rien qu'on travaille pour la revue du Capitole, la revue municipale. Il y a vraiment une tradition de soutien de l'histoire locale par la mairie. Mais ça, c'est très ancien. Déjà, les Capitouls, je crois qu'il y a eu des travaux récents là-dessus, sur le fait que l'une des premières traces des Capitouls, les Capitouls, quand ils veulent s'affirmer face au comte, après essayer de s'affirmer face au roi et au parlement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des annales. C'est-à-dire que chaque année, comme en plus ils changent tous les ans, c'est pas très facile pour eux de s'imposer face aux parlementaires qui restent des plombes toute leur carrière au Parlement, face aux fonctionnaires, donc chaque année ils font un petit texte en gros sur qu'est-ce qu'ils ont fait cette année-là, et ils se tirent leur portrait. Ils font une petite miniature qui au début est vraiment très très minimale. Ils sont on les voit juste un peu comme ça, tous les 8 dans leur petite robe. On les reconnaît à peine. Et plus ça va, plus cette miniature devient détaillée, devient ressemblante, et plus les textes deviennent importants. Et donc il y a déjà une tradition d'histoire, d'auto-histoire des Capitouls qui est très importante. Et en plus, donc, à partir du XVIIe siècle, ils vont soutenir toutes les entreprises comme Germain Lafaille, qui est un des leurs. Et Germain Lafaille, en plus, il va faire son histoire. Il le dit au début dans sa préface, ça s'appelle Les Annales de l'histoire de Toulouse. Il reprend le titre des Capitouls. Il le dit, il fait son histoire parce que il avait rassemblé, il avait vu que parce qu'il lisait, lui, il adorait ça, lire les Annales des Capitouls, mais il voyait qu'il manquait plein de choses parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils avaient oublié ça, ils avaient oublié ci, ils n'expliquaient pas pourquoi ils avaient fait ci ou fait ça. Et donc lui, il avait il avait toutes les archives du Capitole à disposition, qui à l'époque était dans le donjon le futur donjon entre guillemets du Capitole, qui a été une tour des archives, hein, pas oublier. Ça aussi, c'est très significatif que les Capitouls, leur premier vrai monument forteresse, c'est pourquoi ? C'est pour garder leurs archives. Ça, c'est très étonnant à Toulouse, ce soin des archives. Saint-Cernin, c'est pareil. Enfin, il y a une espèce une conscience que le document écrit, il faut le garder, parce que c'est comme ça qu'on va lutter pied à pied contre le Parlement, contre le roi, etc., pour négocier tel droit, etc. Il faut garder les papiers, et il faut écrire l'histoire, parce que l'histoire, c'est une défense. L'histoire, c'est pour se défendre. Les Capitouls, il faut savoir comment à partir du moment où le Parlement s'impose comme une puissance, c'est au XVe siècle, ils vont vraiment en baver avec les Capitouls vont vraiment en baver avec le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement ne rate pas une occasion de les humilier, de leur montrer que c'est lui le chef, c'est lui l'État, c'est lui. C'est pas les Capitouls, c'est des petits fifres, quoi. C'est des sous-fifres, c'est des gens qui doivent obéir. Donc, et du coup, les Capitouls, ils se sentent un peu. En plus, il faut savoir que les parlementaires sont nobles, ils sont d'office nobles, puisque c'est de la noblesse de robe, et ils sont très très prétentieux, très riches, etc. Alors que les Capitouls, c'est un peu des arrivistes, c'est des gens souvent c'est des marchands, puisque le fait d'être Capitoul, ça anoblit. Donc on cherche à être Capitoul pour s'anoblir, pour passer le rang au-dessus. Et donc ils sont un peu socialement aussi, ils sont en dessous, c'est-à-dire qu'ils sont encore marchands. Généralement, la plupart des Capitouls, avant, ils étaient marchands. Comme Acézat, l'hôtel d'Acézat, c'est un marchand qui devient Capitoul, parce qu'il est très riche. Du coup, il peut se faire élire Capitoul, et il se fait bâtir un hôtel pour montrer qu'il est très riche. Donc voilà, donc cette histoire-là donc est très politique. Dès le début, elle est politique. C'est une défense des Capitouls contre le Parlement. Toute l'histoire de Lafaille, c'est ça. C'est une défense des Capitouls qui est très bien faite, hein, très très sérieuse. C'est la première histoire sérieuse de Toulouse. C'est-à-dire qu'il s'appuie systématiquement sur des documents. Comme il y a les documents juste à côté dans la tour des archives, il les recopie. C'est très précieux parce qu'il y en a qui ont disparu depuis. Donc on a la trace que dans son histoire, heureusement. Pareil pour les annales des Capitouls, malheureusement. Un jour de 1793, ils ont eu l'idée de les brûler sur la place du Capitole. Heureusement, il y a quelques braves gens qui ont arraché quelques feuilles, et c'est les seuls qui nous restent. Mais c'est dommage, quand on voit ce qui reste. Si jamais ça s'était resté, ça aurait été un trésor unique. Donc cette histoire est politique dès le début avec Germain Lafaille, et ça continue. Ce qui change un petit peu au XIXe siècle,
avec tous les... Donc il y a cette histoire de Germain Lafaille qui est très importante au XVIIe, XVIIIe, mais qui est un peu unique, qui est un peu est reprise par d'autres, qui est un peu copiée par d'autres au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, après 89, Toulouse est une ville désertée. Hein. Même on regarde dans les préfaces des historiens de l'époque, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que Toulouse est une ville qui va mourir. Toulouse est une ville morte. Toulouse est une ville qui ne ressemble plus à rien, qui est désolée. Enfin, ils sont très très pessimistes sur l'avenir de Toulouse. Il y a de quoi. Et du coup, l'histoire, c'est une sorte de... rappelez-vous qu'on a été la capitale du comté, qu'on a été la capitale des Visigoths, qu'on a été la capitale des Volsques tectosages, qu'on a été... Rappelez-vous. Et donc, même, il y avait déjà ça un petit peu dans Lafaille, c'est ça qui est drôle. Déjà, Lafaille, il dit, il y a deux époques dans l'histoire de Toulouse. Il y a une époque glorieuse, qui est avant que les Français arrivent, en gros. Et puis après, c'est une histoire... alors là, c'est très, très intéressant dans Lafaille, parce qu'il dit, c'est quand même intéressant. Parce que bon, c'est plus une belle histoire politique où on fait des batailles et on embête tout le monde. C'est une histoire au ras du terrain, c'est une histoire avec des petites choses, avec des petits détails, tout ça. Mais il dit c'est très intéressant. Il faut regarder les petits détails, c'est très intéressant, ça dit plein de choses, etc. Donc déjà, fin du XVIIe siècle, il y a cette vision de la micro-histoire que je trouve très intéressante chez Lafaille. Par contre, au XIXe, il n'y a pas du tout cette vision de la micro-histoire. Là, on repasse dans le mythe complet. C'est-à-dire qu'on va faire du mythe à fond la caisse. C'est-à-dire qu'on va... C'est souvent, alors en tout cas les historiens qui ont publié sont souvent de familles catholiques, etc. Donc ils ont aussi cette vengeance-là à prendre sur la Révolution, que la Révolution a détruit le système catholique, en tout cas un bon moment. Et puis il y a aussi la revanche à prendre politiquement. C'est-à-dire qu'il y a une double revanche. Et donc les histoires du début 19e, aussi bien Dumège que Kayla, qui sont très précieuses, parce que là aussi, eux aussi, ils font tout un travail de recensement, de collection, de recopie. Dans les notes de Dumège, on peut les critiquer sur plein de points de vue au niveau historique actuellement, parce qu'ils font tout et n'importe quoi, ils mélangent les dates, ils vérifient pas leurs sources, ils se trompent des fois quand ils copient leurs manuscrits, parce qu'ils sont débordés, hein, ils ont leur bureau plein de papiers, ils sont au four et au moulin. Dumège, il est là à essayer de sauver des statues aux Augustins, à Saint-Étienne, etc. C'est des gens qui font mille choses, donc on peut pas trop les blâmer de faire leur bouquin un peu n'importe comment et comme ils peuvent. Mais en tout cas, ils ont cette vision très très mythique de l'histoire de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a eu un âge d'or de Toulouse qui était le premier super âge d'or tant que Toulouse était une capitale, tant qu'il y a eu les Visigoths, les Comtes et les Romains. En gros, c'est l'âge d'or qui est magnifique. Alors là, ils fantasment complètement, ils inventent toutes sortes de choses. Vous savez qu'il y a eu un mythe à Toulouse très 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 prégnant et qui a duré assez longtemps. Il y avait sous Saint-Cernin un lac caché où les Gaulois auraient caché leurs trésors. Ou même les Visigoths, enfin bon, on ne sait plus très bien, mais c'est un mythe, mais très très... Et les historiens, au début du 19e, en parlent encore très très sérieusement, hein. C'est-à-dire qu'ils sont encore à chercher... Les premières fouilles à Saint-Cernin, c'est pour trouver ça, hein. C'est pas... Alors ils trouvent autre chose, ils ne trouvent pas de lac, malheureusement. Mais c'est une histoire pleine de mythes, hein. Pleine de mythes, mais qui est intéressante aussi, parce que à cette occasion-là, ils trouvent autre chose. Ils cherchent quelque chose et ils trouvent autre chose, comme toujours en histoire. Voilà, donc ça c'est l'histoire début 19e, qui est quand même donc très marquée, et aussi... Parce que du coup, j'ai relu un peu toutes ces préfaces d'histoire de Toulouse et ça m'a surpris à quel point. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Très marqué par un nationalisme occitan. Ça, je ne pensais pas que c'était déjà là. Mais c'est très prégnant, en tout cas dans toutes les premières histoires d'une première moitié 19e. Une espèce de revanche à prendre contre Paris, mais alors beaucoup plus... Quand c'était Lafaille, c'était beaucoup plus... ils disaient pas les villes du Midi, etc., la race méridionale, etc. C'était pas encore ça. Mais là, au 19e, ça y est, c'est ça. C'est les peuples du Midi, les troubadours. C'est pas encore les Cathares, parce qu'on est ultra-catholique, donc on va pas jouer de cette corde-là. Mais c'est très, 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 très présent dans y compris chez Dumège, cette espèce, il faut s'affirmer face à Paris, mais il faut dire aussi que c'est l'époque. C'est l'époque où même le maire de Toulouse, il n'est pas élu, quoi. Il est désigné par le préfet. C'est-à-dire que les gens n'ont absolument pas leur mot à dire. Bon, alors, pas seulement dans le Midi, hein, partout en France, y compris à Paris. Mais dans le Midi, c'est le gros choc par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des semblants d'autonomie. Il faut savoir qu'on avait fait un article là-dessus, que du coup, ça avait permis de creuser un peu la question, que le Languedoc, c'était vraiment quelque chose. C'est-à-dire, jusqu'à la Révolution, le Languedoc était une province très, très autonome, c'est-à-dire qui gérait son budget, un peu comme le Pays Basque aujourd'hui en Espagne, hein, qui gérait toute seule son budget, son argent, ses impôts, etc., et qui chaque année négociait avec le roi ce qu'elle lui reversait.
Et c'était une vraie négociation, c'est-à-dire que le roi devait argumenter, et eux ils disaient non, on n'a pas ça, regardez, nos statistiques sont lamentables, etc. Donc il y avait une vraie négociation, et du coup un vrai pouvoir sur le pouvoir de l'argent, c'est bien ce que c'est le principal. Et du coup, vous avez tous les témoignages au XVIIIe siècle sur le Languedoc, et pas seulement en France, partout. Quand Jefferson vient en France, il va dans le Languedoc parce qu'on sait que c'est la province la mieux gérée de France. Et même encore récemment, j'ai lu un voyage... des mémoires de quelqu'un juste avant la Révolution, et qui dit quand elle fait un voyage justement de Lyon à Toulouse, et elle voit la différence quand elle arrive en Languedoc. C'est-à-dire que tout à coup, les routes sont belles, il n'y a plus de chaos, c'est des routes magnifiques, tout est bien organisé, tout fonctionne. En Languedoc, tout fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est une province gérée totalement de manière autonome. Le roi et c'est très bizarre quand on regarde le système languedocien, qui là aussi a disparu en 2 mois en 89, mais qui en fait a laissé des traces. On s'aperçoit par exemple que l'administration des ponts, des chaussées, puis pas mal d'administrations françaises qui ont pris modèle sur le modèle languedocien. C'est-à-dire que ça a marqué les gens, même à Paris, à Versailles, il y a une province qui fonctionne. Et donc il faut peut-être copier ce qui se fait là-bas. Voilà, donc ça c'est, je ne sais même plus où j'en étais, donc ça c'est l'histoire romantique et mythique du 19e, qui est importante mais qui est très mythique. Et puis peu à peu, au 19e, il y a une évolution, forcément les universitaires reviennent à Toulouse, il commence à y avoir des archivistes, il commence à y avoir les choses se réorganisent, il commence à y avoir des gens qui se disent, Dumèche par exemple, qui était très sympathique, mais dont les sources n'étaient pas fiables, il se constitue une société à laquelle il participe à sa fondation, qui est la Société archéologique du Midi de la France. Plus après, d'autres sociétés, il y a une vraie émulation au niveau scientifique et au niveau historique à Toulouse, en plus avec une petite rivalité entre les catholiques et les autres, qui est sympathique, mais qui est pas hostile. Et en tout cas, il y a une vraie évolution et côté catholique et côté non catholique pour une histoire plus sérieuse et un peu moins mythique. On voit très bien des deux côtés que vers la fin du 19e, il y a de plus en plus de publications, il y a de plus en plus de choses sérieuses qui sortent, vraiment de travail sur les sources. Et l'histoire toulousaine redevient un peu ce que Lafaille avait essayé, c'est une histoire très très documentée, qui reste un petit peu politique. Chaque historien a sa marotte et veut défendre quelque chose et tout ça, mais qui prend en compte la réalité et qui essaye de la décrire un petit peu. Voilà, donc ça c'est l'évolution, et puis l'évolution continue, c'est-à-dire qu'au XXe siècle, Toulouse devient une grosse université. Ça c'est très nouveau, il faut savoir que l'université à Toulouse au XIXe, je crois que c'était au maximum 30 professeurs, et moins d'étudiants que les 30 professeurs, c'est-à-dire que c'était horrible. Les professeurs devaient se battre pour avoir un bureau, pour avoir un laboratoire, d'où les nombreux efforts de Jean Jaurès et d'autres pour lutter, pour reconstituer une université. Ces efforts ont porté leurs fruits avec Paul Sabatier, avec d'autres, pas seulement du côté de l'histoire, mais de tous les côtés. Et Toulouse devient dès le début du XXe siècle une ville universitaire qui va, alors surtout d'abord côté scientifique, grâce à l'industrie, grâce à Paul Sabatier et d'autres, mais aussi côté sciences humaines, grâce à cette espèce d'émulation qu'il y a avec le catholicisme, avec les sociétés savantes, avec cette tradition aussi, qui devient vraiment une ville où il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent sur l'histoire de Toulouse. Il y a peu de villes, je pense, en France, à part Paris, où il y a autant de recherches, et depuis si longtemps. C'est-à-dire que moi, c'est très rare que sur un sujet, je ne trouve pas une quinzaine d'articles, un bouquin et des choses très sérieuses. C'est pas le petit amateur qui a fait son truc dans son coin et c'est vraiment très très, sauf sur les choses très récentes où il n'y a pas encore eu le temps d'avoir des recherches, etc. ou qui sont dans des coins où les chercheurs sont pas encore trop allés, mais c'est très très précieux. Et du coup, on a vraiment une recherche de pointe sur Toulouse. Ça, un des grands plaisirs de travailler sur Toulouse, c'est d'être tout le temps sur chaque article. On peut avoir un spécialiste au bout du fil, ou aller le rencontrer, et puis il est aussi habitué à travailler avec des gens comme nous, qui ne connaissent pas grand-chose, etc. Et donc, il y a un vrai échange, et eux aussi, ils voient leur avantage. C'est-à-dire qu'il y a aussi une tradition à Toulouse, depuis assez longtemps, depuis Lafaille, depuis le 19e siècle, à ce que l'histoire est un outil. L'histoire doit servir à quelque chose, l'histoire doit être lue. C'est pas pour les spécialistes entre eux, c'est pas pour faire des colloques et les garder les actes précieusement dans un placard. C'est pour que ça se diffuse, c'est pour que ça se connaisse, pour que ça entre en résonance avec ce qui se passe, avec les débats. Il y a toujours des débats très très violents à Toulouse sur l'histoire, sur le patrimoine, ça continue, avec Saint-Cernin, etc. Donc et les chercheurs, ils jouent tout leur rôle. Et depuis toujours, les chercheurs jouent tout leur rôle, comme ils l'ont joué au temps de Viollet-le-Duc, comme avec les conflits qu'on retrace dans le bouquin.
on dit la bataille de Saint-Cernin parce que ça a vraiment été une bataille et qui a duré un siècle. C'est-à-dire que c'est pas, il laisse pas tomber l'affaire, quoi. Je pense que sur Saint-Cernin, ça va continuer aussi. Donc c'est très précieux, qui est déjà tous ces chercheurs, et que ces chercheurs qui sont en prise avec la réalité, il y a tout le temps des chantiers à faire, il y a tout le temps des fouilles, des trucs à sauver. À Toulouse, ça n'arrête pas. Là aussi, c'est une tradition de voir des choses se détruire et puis de sauver aussi quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour nous d'avoir ce répondant qu'on n'a pas partout du tout en France. C'est vraiment assez unique et il faut remercier un peu tous. Et alors, c'est pas seulement des universitaires, c'est pas seulement des chercheurs, c'est aussi la Société des Toulousains de Toulouse, c'est l'AUTA. Il y a une vraie aussi tradition de la recherche amatrice qui est très précieuse aussi, parce qu'il y a plein de domaines où les chercheurs n'ont pas le temps de chercher. Et là, c'est un amateur qui va passer toute sa retraite à fouiller un terrier. Un terrier, c'est un vieux registre. Oui, voilà, tout ça. Ouais. Ouais. Non, c'est ultra précieux. Et je pense nous, on participe à ça. Donc on essaye de participer à ça, mais on ne pourrait pas faire des choses si belles et si bien reconstituées et avec autant de notes illisibles s'il n'y avait pas tout ce terreau derrière, toute cette tradition, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la petite présentation de l'histoire et des historiens de Toulouse. Maintenant, je vais vous dire un petit peu donc au studio différemment. On a donc on a commencé à travailler ensemble avec Jean-François Binet et François Brosse en 2006 pour Toulouse. Donc depuis, on n'arrête plus, les commandes ne manquent pas. Et du coup, on a développé un peu une petite doctrine parce que forcément, on fait des images et on fait du texte. Donc c'est le principe du studio différemment, c'est-à-dire que c'est très rare qu'on fasse l'un sans l'autre. Des fois, ça arrive, mais c'est l'image toute seule, mais on cherche toujours à caser du texte. On explique aux gens parce que les gens ils veulent toujours que de l'image. Il n'y a pas de problème, ils pensent que ça suffit, qu'on met une belle image et puis tout le monde est content et tout ça. Et nous, à chaque fois, on essaye de les convaincre, non, que ça ne suffit pas, qu'il faut toujours qu'il y ait du texte pour expliquer, pour mettre en perspective, ne serait-ce que des légendes. Donc il faut toujours du texte. Ça, c'est très très important. Et donc les principes, et puis ce qu'on voit aussi, il y a une grande vogue il y a toujours une vogue de l'histoire, mais là actuellement, ça devient un petit peu monstrueux. Je ne sais pas si vous allez dans les kiosques des gares, mais il y a un nombre de revues historiques. Alors des fois, ça fait mal au ventre, tellement là aussi on est dans l'histoire mythique, c'est-à-dire que c'est les Gaulois, voilà, Charles Martel, voilà, on revient toujours sur la même chose, toujours sur l'histoire des batailles, l'histoire des présidents, etc. L'histoire, ce que j'appellerais l'histoire parisienne, et encore même pas l'histoire parisienne, l'histoire des dirigeants parisiens, qui n'est pas l'histoire parisienne. Donc mais en tout cas sur le traitement de l'histoire, ce qu'on constate à notre niveau, même au niveau de, par exemple, ce que j'appellerais les visualisateurs que nous sommes par rapport aux chercheurs, il y a souvent un contact qui n'est pas facile. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vraiment développé, c'est ce contact entre chercheurs et visualisateurs. Moi, je suis un peu à l'intermédiaire parce que je suis entre le chercheur et le graphiste. Mais très souvent, ce travail ne se fait pas. C'est-à-dire que le chercheur, très souvent, il n'a pas de culture visuelle. C'est-à-dire que lui, il fait son métier. Le chercheur, il fouille par terre. Il sait identifier un tesson, c'est telle époque, telle monnaie, c'est là pour ça, etc. Tel os, etc. L'archiviste paléographe, il sait très bien quand date document, pourquoi là c'est biffé, pourquoi c'est raturé. Il va tout vous expliquer. Mais quand vous lui mettrez n'importe quelle image, il va dire waouh. Et puis il va pas avoir ce jugement de dire attends, attention là, c'est là, déjà c'est moche. Et puis ensuite, on comprend pas très bien. Et puis voilà, donc il y a pas de. Il y en a. Alors l'avantage à Toulouse, je vous dirais, c'est que beaucoup de chercheurs ont une culture visuelle. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue très très fécond avec beaucoup de chercheurs qui comprennent très très bien l'enjeu de l'image et que l'image parle autant que le texte. C'est-à-dire que l'image c'est un texte et donc il faut faire très très attention à tous les détails. Et comme le texte aussi, il faut faire très attention. Mais alors les gens ont l'habitude de chercher, je dirais, de chercher des noises au texte. Moi, c'est un peu ma difficulté dans ce métier-là, c'est que les gens vont tout de suite trouver ce qui ne va pas dans le texte, mais ils ne vont pas voir ce qui ne va pas dans l'image. Alors que moi, je le vois parce que je suis habitué, donc je dis... on a souvent des conflits avec les graphistes sur maintenant il ne fallait pas représenter ça, je ne vous dirai pas lesquels on a eu sur les images qui sont dans le livre, mais ça c'est naturel et c'est normal parce qu'on n'est pas sur les mêmes métiers, mais on est habitué à ça. Par contre, les chercheurs ne sont pas forcément habitués à ça, ils ne voient pas l'importance de l'image et que les gens ne regardent que l'image en gros. Enfin, des fois ils regardent le texte, mais d'abord ils regardent l'image. Donc c'est très très important de d'abord faire très très attention à la conception de l'image, à comment elle va être faite, comment elle va être traitée, qu'elle soit déjà attirante, qu'elle soit juste,
et puis qu'elle explique, qu'elle soit pas juste comme ça pour faire joli, quoi. Une image, c'est surtout pas pour faire joli. Ça, c'est pas le National Geographic. Hein. On va pas faire des lions et des gazelles sur un soleil couchant. C'est pas ça l'objectif. C'est de montrer quelque chose. C'est qu'une image n'est jamais gratuite. Donc ça, et du coup, entre chercheurs et visualisateurs, très, très souvent ce qu'on a, c'est des produits assez ennuyeux qui ont coûté très cher. Je ne sais pas si vous avez regardé déjà dans les musées souvent des espèces de reconstitutions 3D, alors qui ont coûté une blinde, qui sont vraiment extrêmement difficiles et chers à réaliser, et qui en plus sont très très moches. C'est-à-dire qu'on voit des espèces de trucs gris où il n'y a personne, ou alors les personnages sont comme ça. On se demande, oulala, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passait dans l'Antiquité? Il n'y avait personne, c'était sinistre, quoi. Les arbres ont l'air décharnés, il n'y a pas une taupe, il n'y a pas une femme, voilà, il ne se passe rien. Donc ça, c'est un des résultats de ce non-dialogue entre visualisateurs et chercheurs. C'est-à-dire que les visualisateurs, généralement, n'ont pas de culture historique, n'ont pas de culture scientifique, et les chercheurs n'ont pas de culture visuelle. Ça. Nous, on est entre les deux, du coup, on connaît un peu les travers de chacun, et on peut négocier ça. Et en plus, à Toulouse, avec des chercheurs qui sont beaucoup plus réceptifs qu'ailleurs sur la question. Le deuxième écueil je dirais, de rendre facile, rendre accessible l'histoire sérieuse, ce qui est un peu notre but, c'est le mythe. Ce qu'on a vu donc au XIXe siècle à Toulouse, c'est on va faire servir que l'histoire soit uniquement un outil. L'histoire, elle va prouver qu'il faut faire ci, il faut faire cela, qu'il faut virer les Arabes de France, ou qu'il faut les faire entrer, ou qu'il faut... J'en sais rien. Une histoire comme ça, ultra politique ou ultra idéologique ou ultra je ne sais pas quoi, mais qui va servir un but et qui ne va prendre dans l'histoire que ce qui l'intéresse et que ce qui magnifie les choses, et c'est vraiment ce dont on souffre actuellement, hein. C'est de l'histoire mythique. On voit que certains candidats à la présidentielle qui sont en plein là-dedans, et c'est le résultat de ça. Et donc nous on essaie d'éviter ça à tout prix. Mais en même temps, on va se servir de quelques petits éléments qui sont proches de cette histoire-là. C'est-à-dire, pourquoi les gens aiment bien l'histoire mythique? Parce que c'est du cinéma, parce que il se passe des trucs, il y a des batailles, il y a du sang, il y a de l'amour, il y a de la puissance, il y a du pouvoir, etc. Donc ça les fait un peu vibrer là-dessus, à ce niveau-là. Il faut leur montrer il y a du sang, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a des luttes de pouvoir à tous les niveaux dans l'histoire. Aussi bien chez les artisans que chez les banquiers, que ça n'arrête pas. Et à Toulouse particulièrement, il y a tout le temps des luttes, il y a tout le temps des conflits, il y a tout le temps des choses qui se passent et qui sont marrantes à raconter et qui sont souvent bien plus intéressantes que ce qui se passe dans les antichambres du pouvoir, chez le maire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Je passe très très vite sur le reste. Donc le défi, c'est de surtout pas être aride, c'est-à-dire on va pas faire un article de recherche avec des diagrammes et des tableaux, etc. Non, on va essayer de rendre ça attrayant. Ça, c'est un choix délibéré, donc avec des dessins qui en jettent, mais de ne pas être trop dans le clinquant. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire donc juste des dessins qui illustrent et qui font joli, avec des jolies dames et des jolis messieurs, etc. Et puis expliquer aussi, il y a un grand travers dans ce genre de choses, surtout quand on touche au patrimoine, c'est de ne parler que de patrimoine, justement. De mettre que des pierres, que des reconstitutions, et ne parler que d'architecture. Et ça, alors, les architectes ou les gens qui sont spécialistes, ça les intéresse, mais les autres, je ne suis pas sûr. Et notre but aussi, c'est toujours la lutte, c'est d'expliquer que voilà, une tourelle, elle n'est pas là par hasard, un escalier, il n'est pas là par hasard. Pourquoi on a donné ce portail à faire à Nicolas Bachelier, c'est pas par hasard, etc. Il y a toujours une explication. Et cette explication, elle touche toujours à l'argent, au pouvoir, à l'amour, là aussi, à toutes ces histoires qui plaisent aux gens. Donc c'est bien de raconter ça, que toute architecture, tout patrimoine est le résultat on veut épater le voisin, on a beaucoup d'argent tout à coup, pourquoi ou on a peur de quelque chose, donc on va construire un château, ou pourquoi le comte de Toulouse s'installe au bord de Toulouse, au château Narbonnais, c'est parce qu'il a peur des Toulousains, parce qu'il ne va pas s'installer au milieu comme les Capitouls qui n'ont pas peur des Toulousains, puisqu'ils sont l'émanation des Toulousains. Le comte, il s'installe au bord, parce que si jamais ça barde, il peut sortir. Donc voilà. Comment ? Ah mais tout le monde les aime bien, mais ils avaient beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de problèmes avec les Toulousains en tout cas. beaucoup plus que les rois. Personne n'est tout à fait sympa et tout à fait à part les vrais crapules. Voilà, donc ça c'est, et puis expliquer donc le patrimoine, c'est d'abord des gens qui ont vécu là, qui ont conçu ce patrimoine pour des raisons bien concrètes, qui l'ont détruit ou transformé. Alors Toulouse, on aime bien détruire, hein, et des fois on a du mal d'ailleurs, parce que c'est que le château Narbonnais, quand ils ont voulu le détruire au XVIe siècle, parce que le Parlement voulait se refaire un beau Parlement, ils ont pas trop pu. Ça a pris tellement de temps à le détruire que les guerres de religion sont arrivées, parce que c'était de la bonne construction romaine.
bien dur, et donc ils y sont, ça a pris beaucoup de temps. Comme quand ils ont fait le parking du Capitole et qu'ils ont, ce qu'on raconte dans le livre là, qui sont tombés donc sur les restes de la porte romaine, la porte de la porterie, la porte romaine, et ben ils ont dû faire venir des machines des Pays-Bas, parce qu'en France il n'y a pas de machine pour casser ça, c'était tellement dur, tellement solide qu'ils n'y arrivaient pas. Il fallait le casser forcément parce que c'était romain. Voilà. Ah bah il y a des oui, bah, il y a des histoires sur les destructions à Toulouse, les archéologues. Ouais. Les archéologues vous en parlent les larmes dans les yeux. Voilà. Mais bon, c'est Toulouse, hein. Là aussi, il faut prendre en compte l'histoire. Donc l'histoire, c'est ça. On casse pas pour rien. On casse aussi parce qu'on pense. Heureusement, à Toulouse, on n'a pas pu trop casser parce qu'on n'avait jamais trop d'argent. Donc ça a toujours été la limite. Et puis le pouvoir durait jamais très longtemps. Du coup, le Capitoulis, il voulait détruire quelque chose et puis hop, on changeait de poste. Bon, on va y penser l'année prochaine. Donc voilà, il y a eu toujours ces freins qui ont empêché la stagnation économique aussi. Si Toulouse est si belle, c'est juste parce que Toulouse, pendant 200 ans, a été en pleine stagnation économique et donc n'a pas eu l'argent pour détruire toutes ces belles maisons qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà. Et puis on a pu attendre le temps où finalement elles sont jolies ces maisons. Donc voilà, ça c'est assez important. Expliquer qu'il y a pas mal de hasard dans tout ça. Il n'y a pas de volonté de garder Toulouse belle. Et puis elle explique aussi pourquoi on est là et pourquoi rien n'a jamais été simple, etc. Donc expliquer la complexité de l'histoire. Moi, c'est ce que j'aime. Alors je vais peut-être finir par ça. On va revenir à plus spécifiquement à Toulouse. Là, je vous explique un peu la doctrine du studio différemment. Ce qui nous intéresse dans l'histoire de Toulouse, c'est que c'est une histoire. Alors je vais commencer. C'est une histoire. D'abord, c'est pas l'histoire de Paris. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire il y a quand même en France un gros déficit entre l'histoire. C'est pas un hasard si au XIXe siècle, tout à coup, les historiens de Toulouse sont déchaînés, ont écrit partout, ont fait des articles, ont fait des livres, etc. C'est parce que l'histoire de France commence à être populaire, commence à être diffusée par l'école. Et l'histoire de France, c'était vraiment l'histoire de Paris à l'époque. Et donc il fallait lutter, il fallait essayer de raconter aux Toulousains. Là, il y a pas mal de préfaces de ces histoires de Toulouse. Ils disent mais les Toulousains ne savent même plus leur histoire. Ils connaissent mieux l'histoire de France que l'histoire de Toulouse. Donc il faut lutter contre ça. Donc, ça aussi, je pense que c'est important que toutes les villes de France aient un peu armes égales avec Paris, parce que Paris est surcouvert de livres et d'études et de recherches, etc. Les autres villes, c'est beaucoup moins le cas. Je dis pour Limoges, c'est vraiment pas le cas. Il y a d'autres villes encore où il y a vraiment rien. Hein. Donc Toulouse a vraiment de la chance pour ça, et donc il faut en profiter. Ce que j'aime bien aussi, ce qu'on aime bien dans Toulouse, c'est que c'est une histoire pas évidente du tout. On a vu les changements de modèle fréquents de la ville, le fait que c'est jamais une ville qui est totalement ceci ou totalement cela. C'est une ville cathare mais qui n'est pas cathare. C'est une ville catholique mais qui aurait pu être protestante. C'est une ville de gauche mais qui est aussi une ville de droite. Vous le savez aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas du tout évident. Rien n'est évident à Toulouse. C'est comme Toulouse elle-même. Vous circulez dans Toulouse, vous passez d'un quartier à l'autre, vous passez d'une ambiance à l'autre, ça change assez vite. Et dans le temps, c'est pareil, ça change tout le temps. La langue a changé. Il y a 100 ans, vous vous promeniez dans Toulouse, vous entendiez très peu de français. Maintenant, vous entendez quasiment très peu d'accent occitan dans Toulouse. Donc ça change très vite les choses. Il ne faut jamais oublier ça. Que rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force, etc. Donc ça, c'est très important pour nous, le fait que c'est une histoire nuancée, et donc il y a des choses à expliquer, il y a des choses à montrer. Ce qui est très important, qui est souligné par les historiens modernes et même anciens, c'est que c'est une histoire qui bouge. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, à toutes les époques, encore aujourd'hui, on fait des découvertes majeures. C'est-à-dire que quand vous regardez les histoires d'il y a 30 ans sur l'Antiquité toulousaine, ça vaut plus grand-chose. Parce qu'on a fait de telles découvertes depuis que il faut vraiment tout réécrire. Moi, je l'ai vu même pour les articles. Il y a des articles que j'ai écrits en 2007-2008 et que j'ai dû totalement réécrire parce qu'il y a eu des choses totalement nouvelles qui sont arrivées et qui changent l'optique. Alors, heureusement, pas trop le dessin. Des fois, il aurait même fallu changer le dessin. Mais par exemple, il y a une très belle histoire que je raconte dans le premier chapitre sur l'histoire du bélier. On sait que depuis toujours, la porte nord de Toulouse s'appelait la porte du bélier, Porta Arietis, Portario en occitan, porterie en français. On ne sait pas très bien pourquoi. Les gens ont créé des légendes là-dessus, il n'y avait pas vraiment de source là-dessus, on ne sait pas très bien. Même il y a des gens qui disaient mais c'est n'importe quoi, c'est pas la porte du bélier, ça ne veut rien dire. Encore récemment, il y a eu des débats là-dessus entre historiens, entre archéologues. Et puis dans les fouilles justement, quand on a détruit les derniers restes de cette porte sous la place du Capitole, on a trouvé un petit bas-relief avec il y avait quelque chose qui ressemblait vraiment à une tête de bélier. Du coup, on s'est dit peut-être que finalement il y avait quand même quelque chose. C'était pas juste un mythe médiéval, tout ça. Du coup, ils ont quand même
Et tout récemment, il y a un numismate, enfin un chercheur spécialiste des monnaies antiques, qui a fait un travail, mais je crois que c'est il y a 5-6 ans, c'est assez récent, c'est dans un des derniers bouquins qui est sorti sur les origines de Toulouse, et qui a juste, il s'était dit, bah, tiens, ça me rappelle, cette histoire de bélier, ça me rappelle, il y a une monnaie avec un petit navire et un bélier qui était un peu dans la région à l'époque des Romains. Du coup, il a cherché vraiment où on avait trouvé ces monnaies, etc. Et il a trouvé, bah, c'était vraiment clairement une monnaie frappée à Toulouse, donc où il y avait un petit bélier et un petit navire. Il dit, ah, c'est bizarre, quand est-ce qu'elle a été frappée? On peut savoir quasiment exactement l'année près, parce qu'en monnaie c'est très facile. Ça a été frappé en -31 à Toulouse. Pourquoi en -31 à Toulouse? Ben, -31, c'est juste une année après la bataille d'Actium. La bataille d'Actium, vous savez, vous avez vu le film Cléopâtre, c'est la grande bataille avec Antoine et Cléopâtre d'un côté et le futur Auguste de l'autre. Donc le futur Auguste gagne et du coup, il a cherché, mais alors la bataille d'Actium, c'est forcément lié. Quand on fait des monnaies, c'est pour faire sa publicité, c'est pour montrer qu'on a gagné, c'est un moyen de propagande. Et il y avait un relief à Cordoue, un grand relief retraçant l'histoire de la bataille d'Actium, et on voit que les navires de Marc-Antoine et de Cléopâtre ont à la proue un bélier. Ah. Et là, il fait la théorie qui a l'air assez plausible, on va dire, que le bélier, c'est le trophée. C'est le trophée qu'ont ramené les troupes d'Auguste après cette bataille, et qu'à l'époque, il voulait flatter Toulouse, qui à l'époque n'était pas encore la Toulouse d'aujourd'hui, la Toulouse romaine, c'était la Toulouse gauloise encore. Pour flatter Toulouse, il lui fait frapper à Toulouse, qui était déjà quand même une place importante économiquement, une monnaie avec ce bélier. Et après, on sait que la porte nord et la porte sud, donc la porte narbonnaise et la porte nord sont les portes construites par Auguste, les murailles après c'est Tibère, la porte nord, probablement qu'il a mis un bélier quelque part pour célébrer ça. C'est une sorte de don. Et ça montre aussi le côté privilégié de Toulouse. Donc voilà, c'est pour montrer que l'histoire évolue tout le temps à Toulouse. Donc il faut bien surveiller les publications, bien lire les mémoires de la SAMF, etc. Il faut vraiment être au courant, quoi, parce que sinon vous pouvez rater des trucs énormes. Et puis ils vont pas aller vous dire, mais attention, tu sais, j'ai découvert ça. C'est des gens très discrets et très modestes. Donc voilà, faire attention. Donc ça, c'est très positif. Et puis pour finir, c'est quand même une ville avec, là aussi, on va finir pour le très positif, c'est une ville avec un patrimoine monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a peu de villes en France qui ont gardé à ce point-là, qui ont été un peu gelées dans le marbre, grâce à la stagnation économique dont j'ai parlé après le siècle du pastel. Ça, c'est vraiment une chance pour le patrimoine toulousain énorme. Le fait que pendant 200-300 ans, Toulouse n'a pas vraiment vivoté et n'a pas pu tout détruire, comme ce qui a été le cas dans toutes les autres grandes villes qui, elles, étaient beaucoup plus riches, comme Bordeaux, Marseille, Lyon, etc., ou Nantes, où là les centres-villes ont été complètement modifiés, y compris Paris aussi. Et donc voilà, c'est une ville où il y a des traces quand même assez énormes par rapport, même si les chercheurs se plaignent, et je les comprends, qu'on ne fait pas toujours très attention à ce patrimoine, etc., il y a quand même, par rapport à d'autres villes, un patrimoine monstrueux. Donc faut en être conscient de ça. Voilà. Donc voilà, je finirai en disant donc c'est les histoires. C'est à l'époque, au début, l'histoire des Toulouse, parce que pour moi, c'est très important de montrer à la fois ces variations de Toulouse et dans le temps et dans la géographie. C'est-à-dire que la Toulouse rive gauche Saint-Cyprien, c'est pas comme la rive droite. Le quartier des parlementaires, c'est pas le quartier des collèges, etc. Chaque quartier a son histoire et sa tradition. C'est très important de le marquer. Et même aujourd'hui, quand on se promène, récemment, j'ai passé une nuit blanche à Toulouse, et donc j'ai pu me promener un peu dans tous les quartiers de Toulouse la nuit. C'est très très frappant les différences. Comme à quel point les bords du canal c'est sinistre, le port Saint-Pierre c'est une toute autre ambiance, etc. Voilà, donc c'est assez marrant et je trouve que c'est très important de souligner ça. Et moi-même, je peux dire que moi quand j'étais petit, je passais juste à Toulouse, je sortais à la gare le matin à 5h du matin et j'allais prendre le bus à la gare rue de Stalingrad. Donc je connaissais que ce petit coin de Toulouse. Pour moi Toulouse c'était ça, c'était vraiment la rue Bayard, la rue de Stalingrad, un truc un peu glauque, etc. Et puis un jour j'ai eu le temps, j'ai dit bon je vais prendre le bus d'après. Et du coup, j'ai pris la rue Bayard jusqu'au bout, je suis tombé sur Saint-Cernin, et voilà. Et en regardant Saint-Cernin, je me dis, l'histoire de Toulouse, peut-être ça vaut la peine de regarder. Voilà, je vous remercie. Allez-y.
Alors là, très, très lâchement, je vais peut-être laisser Dominique Ozel répondre. Ça aurait été gênant de faire l'histoire 1, l'histoire 2, ça faisait un petit peu ressucé. Et on avait envie d'avoir un autre titre. Voilà. Donc on a cherché un synonyme à histoire. Et puis vous avez dit que Toulouse était quand même une ville très riche en patrimoine. Donc voilà. Et je vous avoue qu'on réfléchit au titre du 3e de l'année prochaine. Si vous avez des idées. Et on réfléchit depuis un moment et on n'a pas encore trouvé. Ouais. Voilà, c'est... Ah oui, tout à fait. Non, là... Non, le but c'était vraiment qu'il y ait un équilibre. Là, c'est vraiment un choix d'éditeur Ouais. qui souvent est un choix un peu bête et mercantile. Non, j'exagère, mais ça vous avait gêné quand même. Non, je pense qu'on avait vraiment, on avait vraiment trouvé un consensus là-dessus. Oui. Nous, on tenait pas justement à ce que ça ait l'air d'une histoire de Toulouse. Oui. Donc, mais en même temps, du coup, on voulait vraiment qu'à chaque fois il y ait toutes les époques. Et qui est un peu tous les types de sujets, quoi. Pas seulement de l'histoire patrimoniale, pas seulement de l'histoire politique, pas seulement de... Voilà, et en plus, il y avait aussi pour nous l'impératif qui est tous les styles des graphistes. C'est-à-dire qu'on travaille on est 6 ou 7 graphistes. Et donc, si on avait eu un volume avec plus un graphiste que d'autres, là, on aurait vu des différences d'image, des différences de ton qui auraient été dommageables. Donc, on cherche vraiment cet équilibre-là qui n'est pas évident et qu'on va essayer de renouveler pour le 3e. Ah bah, la Belle Paul, Clément Cisor. Ouais. Ah bah, je pense qu'il y aurait... le maire l'a promis dans son... Donc oui, j'espère que... Enfin, on est très, très heureux du succès public et critique du premier et le deuxième aussi. Hein, et on se demande si on a fait un tirage assez important parce qu'on va être obligé de réimprimer en début d'année prochaine et le premier. Mais voilà, on était un petit peu humble et on ne pensait pas que justement un titre avec un éclairage aussi local allait intéresser un aussi large public. Et je dois dire que Rémi Pêche, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est historien, qui a été président de l'Université de Toulouse et qui parfois est un peu conseiller scientifique pour Privan, nous a dit que les textes de Jean de Saint-Blanca étaient vraiment extraordinaires en termes, je dirais, scientifiques et aussi de vulgarisation. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être facile de faire un beau livre avec de belles images et des textes un peu, un peu wikipédiens, ça peut se faire. Hein. Et là, ça n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc je pense que ça participe aussi au succès de ce livre qui intéresse un très large public. Et même si on n'est pas, je dirais, féru d'histoire et habitué à lire des livres avec des notes de bas de page, néanmoins, ça se lit facilement et agréablement. Oui, voilà, oui. C'est Priva. Alors on fait très attention à la fabrication chez Priva, comme d'autres éditeurs, et c'est vrai qu'on a voulu un papier de bonne qualité, un travail sur la maquette de la couverture, de la reliure. Et c'est donc une graphiste du studio Autrement qui a réalisé ça et qui a tiré parti de tout ce qui avait été fait pour véritablement faire autre chose. Voilà. Donc, nous, on est très heureux d'avoir publié ce livre et aussi du succès qu'il a eu. Voilà. Et je pense que le studio Autrement aussi est assez satisfait. Nous, on en rêvait depuis longtemps, donc c'est vraiment une très grande occasion. Puis là aussi, ça renouvelle la rencontre avec le public. Je pense que c'est très important que l'histoire soit lue et soit regardée. Et puis, effectivement, je pense il y a des très très beaux produits culturels sur l'histoire de Paris, sur Versailles, sur tout ce qu'on veut, sur tout ça. Je trouve que dans les autres villes, il y a très peu de choses. C'est bien que Toulouse puisse se défendre visuellement. Je pense que c'est très très important. Parce que rien que pour les enfants, pour les... Mais l'essentiel.
Ouais, ça peut vous raconter un peu comment est fait une image. C'est pas juste le dessinateur qui. C'est vraiment, il y a tout un travail avant. Ah oui, toujours. Alors, ça dépend. Tout dépend du bâtiment, de ce qu'on a comme documentation. Donc on va voir le chercheur qui est le spécialiste ou l'article qui va bien. Et après. Ouais. Ah oui, sur le cadastre Toulouse, oui, il y a un petit historique. Ouais. Ça, c'est précieux aussi. C'est qu'il y a eu des bons archivistes depuis longtemps, donc, et une bonne administration. Donc, et puis donc, à partir des documents, il y a toujours une reconstitution sur ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont rebâtir le bâtiment à partir du plan ancien en 3D. C'est-à-dire qu'ils ont et là, mais le rendu 3D ne va pas être définitif. C'est-à-dire qu'ils vont dessiner le bâtiment et puis ils vont choisir l'angle. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va se mettre là, c'est parce que c'est comme ça qu'on verra mieux, c'est comme ça qu'on comprendra mieux. Il y a tout un débat entre nous là-dessus. Quel est le bon angle pour eux? Et après, une fois qu'ils ont bien défini l'angle, ils l'impriment, et là, ils commencent le petit travail qui peut d'ailleurs être mixte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement aquarelle et dessin, c'est-à-dire qu'il peut aussi rajouter sur ordinateur de la couleur, magnifier les choses, etc. Donc c'est un travail totalement mixte. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis on pourrait toujours faire mieux, faut pas non plus. Ouais. Ah non, c'est la ville, c'est la ville qui. Enfin, maintenant la ville est liée à la métropole, mais là aussi, je vous ai dit, c'est une négociation en début d'année. Là, on était dedans récemment sur la liste des sujets, sur de quoi on va parler. En partie, c'est une négociation. Eux, ils ont les sujets qu'ils voudraient bien qu'on traite. Nous, on a les sujets qu'on voudrait bien traiter aussi. Et voilà, puis on se répartit. Et puis ou alors on tourne un sujet, ils veulent un sujet sur tel. Ouais. Ici c'était un quartier un peu mixte, un peu limite là, entre le quartier des collèges par ici, le quartier Saint-Cernin, et puis le quartier des marchands par là. Donc ça se marchait un petit peu sur les pieds. Ah oui, Malcousine, oui. Ah ouais. Ça c'est toujours aussi intéressant quand on a des histoires personnelles. On avait fait un des articles que j'ai préféré le faire, c'était l'article sur le Faubourg Bonnefoy, qui était un article pas évident parce qu'il n'y a pas de livre sur le Faubourg Bonnefoy, il n'y a pas de recherche non plus sur le Faubourg Bonnefoy. Et là, j'avais dû, comme il fallait chercher, j'ai cherché et j'ai trouvé comme ça des témoignages. J'ai tombé sur un livre d'un vieux résistant qui avait écrit comme il pouvait une histoire de son passage à Toulouse en 43-44 dans le Faubourg Bonnefoy. Et c'était hyper précieux. Et du coup, je lui avais écrit, il m'avait répondu, et il m'avait raconté des histoires. On avait retrouvé la maison où il s'était fait arrêter par la Gestapo. On avait reconstitué, la maison existe toujours. Et c'était très précieux, quoi, d'avoir cette histoire là, on est les seuls à le sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas dans d'autres livres. Vous l'aurez juste dans le 3e volume. Voilà. Mais c'est très précieux d'avoir cette histoire des gens. Ça, c'est pas oublier. Qu'il y a quand même des gens qui ont vécu beaucoup de choses à Toulouse, et qui peuvent raconter des tas de choses. Il ne faut jamais hésiter à faire raconter les gens. Il y a souvent des gens qui réagissent à nos articles, qui nous écrivent, qui nous disent vous pourriez parler de ça, vous pourriez parler de ci. Donc ça, c'est très très précieux qu'il y ait cet échange. Et on y tient beaucoup. On va vous remercier d'être venu de Paris, presque à aller-retour. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent faire une petite dédicace, on a encore 10 petites minutes. Voilà. Et puis, j'ai quelques catalogues de Priva, si ça vous intéresse, sur les nouveautés de cette année, de 2000. Voilà. Je les laisse à la rentrée. Vous venez d'écouter Jean de Saint-Blanca, auteur des textes du livre Toulouse, le patrimoine en images, édition Priva, et membre de Studio Différemment, collectif constitué d'une dizaine d'architectes, illustrateurs, journalistes et maquettistes. Enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 17 décembre 2021. Réalisation et mise en onde, Radio.